Ma mère me voyait volontiers. C'est-à-dire qu'elle me recevait volontiers, car il y avait belle lurette qu'elle voyait plus rien. Je m'efforcerai d'en parler avec calme. Nous étions si vieux, elle et moi. Elle m'avait eu si jeune que cela faisait comme un couple de vieux compères, sans sexe, sans parenté, avec les mêmes souvenirs, les mêmes rancunes, la même expectative. Elle m'appelait jamais fils. D'ailleurs, je l'aurais pas supporté. Mais Dan, je ne sais pas pourquoi je m'appelle pas Dan. Dan était peut-être le nom de mon père. Oui, elle me prenait peut-être pour mon père. Moi, je la prenais pour ma mère et elle me prenait pour mon père. Dan, tu te rappelles le jour où j'ai sauvé l'hirondelle? Dan, tu te rappelles le jour où t'as enterré la bague? Voilà de quelle façon elle me parlait. Je me rappelais. Je veux dire, je savais à peu près de quoi elle parlait. Moi, je l'appelais Mag quand je devais lui donner un nom. D'ailleurs, pour moi, la question ne se posait pas. Je veux dire, la question de l'appeler Mag ou la comtesse Caca, car il y avait une éternité qu'elle était sourde comme un pot. Elle articulait mal dans un fracas de râtelier et la plupart du temps, on s'en rendait pas compte de ce qu'elle disait. D'ailleurs, je ne venais pas pour l'écouter. Je me mettais en communication avec elle en lui tapotant le crâne. Un coup signifiait oui, 2 non, 3 je sais pas, 4 argent, 5 adieu. Bon, maintenant qu'on sait où on va, allons-y. Il est si bon de savoir où on va dans les premiers temps. Ça vous enlève presque l'envie d'y aller. J'étais distrait, moi qui le suis si peu. La nuit avait dû me fatiguer, enfin m'affaiblir. Et le soleil, se hissant de plus en plus à l'est, m'avait empoisonné pendant que je dormais. Oh, je n'étais pas dans mon assiette. Elle était profonde, mon assiette. Une assiette à soupe. Et il est rare que je n'y sois pas. C'est pourquoi je le signale. Je fis néanmoins quelques milles sans accroc et arrivai ainsi sous les remparts. Là, je descendis de selle conformément au règlement. Oui, pour entrer dans la ville et pour en sortir, la police exige que les cyclistes descendent de selle, que les automobiles se mettent en première vitesse, que les hippomobiles n'avancent qu'au pas. C'est une bonne règle et j'y obtempère avec soin, malgré le mal que j'ai à avancer en me servant de mes béquilles et en poussant ma bicyclette en même temps. Je m'arrangeais. Il fallait y penser. Ainsi nous franchîmes cette passe difficile, ma bicyclette et moi, en même temps. Mais un peu plus loin, je m'entendis interpeller. Je levai la tête et vis un agent de police. « Que faites-vous là » dit-il. J'ai l'habitude de cette question, je la compris aussitôt. « Je me repose, dis-je. »« Vous vous reposez, dit-il. »« Je me repose, dis-je. »« Voulez-vous répondre à ma question » s'écria-t-il. Voilà ce qui m'arrive régulièrement quand je suis acculé à la confabulation. Je crois sincèrement avoir répondu aux questions qu'on me pose, et en réalité il n'en est rien. Je ne rétablirai pas cette conversation dans tous ses méandres. Je finis par comprendre que ma façon de me reposer, mon attitude pendant le repos, à califourchon sur ma bicyclette, les bras sur le guidon, la tête sur les bras, attentait à je ne sais plus quoi, à l'ordre, à la pudeur. J'indiquais modestement mes béquilles et hasardais quelques bruits sur mon infirmité qui m'obligeaient à me reposer comme je le pouvais plutôt que comme je le devais. Je crus comprendre alors qu'il n'y avait pas 2 lois, l'une pour les bien portants et l'autre pour les invalides, mais une seule, à laquelle devaient se plier riches et pauvres, jeunes et vieux, heureux et tristes. C'était un beau parleur. Je fis remarquer que je n'étais pas triste. Qu'est-ce que j'avais dit là? Vos papiers, dit-il. Mais non, dis-je, mais non. Vos papiers, s'écria-t-il. Or, les seuls papiers que je porte sur moi, c'est un peu de papier journal pour m'essuyer, vous comprenez, quand je vais à la garde-robe. Affolé, je sortis ce papier de ma poche et le lui mis sous le nez. Le temps était au beau.
Nous prîmes par des petites rues ensoleillées, peu passantes, moi sautillant entre mes béquilles, lui poussant délicatement ma bicyclette de sa main gantée de blanc. Je ne me sentais pas malheureux. Je m'arrêtai un instant, levai la main et touchai le dôme de mon chapeau. Il était brûlant. Je sentais se retourner sur notre passage des visages gais et calmes, visages d'hommes, de femmes, d'enfants. Il me sembla entendre à un moment donné une musique lointaine. Je m'arrêtai pour mieux l'écouter. « Avancez, dit-il. Écoutez, avancez, dit-il. » Il me donna une bourrade dans le dos. On m'avait touché. Oh, pas la peau, mais quand même ma peau l'avait senti, ce dur point d'homme à travers ses couvertures. Tout en avançant de mon pas le meilleur, je me donnais à cet instant doré, comme si j'avais été un autre. C'était l'heure du repos, entre le travail du matin et celui de l'après-midi. Les plus sages peut-être, allongés dans les squares ou assis devant leurs portes, en savouraient les langueurs finissantes, oublieux des soucis récents, indifférents aux proches. D'autres, au contraire, en profitaient pour tirer des plans la tête dans les mains. Y en avait-il un seul pour se mettre à ma place, pour sentir combien j'étais peu à cette heure celui dont j'avais l'air, et dans ce peu, quelle puissance il y avait d'amarres tendues à péter? C'est possible. Oui, je tirais vers ce faux profond, aux fausses allures de gravité et de paix. Je m'y élançais de tous mes vieux poisons, en sachant que je ne risquais rien. Arrivé au poste, je fus introduit auprès d'un fonctionnaire étonnant. Vêtu en civil, en bras de chemise, il était vautré dans un fauteuil, les pieds sur son bureau, un chapeau de paille sur la tête, et sortant de la bouche un objet mince et flexible que je n'arrivais pas à identifier. Il écouta le rapport de son subordonné, puis se mit à m'interroger sur un ton qui, au point de vue de la correction, laissait de plus en plus à désirer à mon idée. Entre ses questions et ses réponses, il y avait des intervalles plus ou moins longs et bruyants. J'ai si peu l'habitude qu'on me demande quelque chose que lorsqu'on me demande quelque chose, je mets du temps à savoir quoi. Et le tort que j'ai, c'est qu'au lieu de réfléchir tranquillement à ce que je viens d'entendre, et que j'entends parfaitement bien, ayant l'ouïe assez fine malgré sa vétusté, je me dépêche de répondre n'importe quoi. De crainte probablement que mon silence ne porte à son comble la colère de mon interlocuteur. Je suis un craintif. Toute ma vie, j'ai vécu dans la crainte. Celle d'être battu. Les insultes, les invectives, je les supporte facilement, mais au coup, je n'ai jamais pu m'habituer. C'est drôle, même les crachats me font encore de la peine. Mais qu'on soit un peu doux avec moi, je veux dire qu'on se retienne de me brutaliser, et il est rare que je n'arrive pas à donner satisfaction en fin de compte. Or, le commissaire se contentait de me menacer d'une règle cylindrique, de sorte qu'il eut l'avantage d'apprendre peu à peu que je n'avais pas de papier, dans le sens où ce mot avait un sens pour lui, ni occupation, ni domicile, que mon nom de famille m'échappait pour le moment et que je me rendais chez ma mère au crochet de qui j'agonisais. Pour ce qui était de l'adresse de cette dernière, je l'ignorais, mais savais très bien m'y rendre, même dans l'obscurité. Le quartier ? Celui des abattoirs, mon prince. Car de la chambre de ma mère, à travers les fenêtres fermées, j'avais entendu le rugissement des bovins, ce mugissement violent, rauque et tremblé qui n'est pas celui des pâturages, mais celui des villes, des abattoirs et marchés aux bestiaux. Oui, réflexion faite, je m'étais peut-être un peu avancé en disant que ma mère habitait près des abattoirs, car cela pouvait aussi bien être le marché aux bestiaux près duquel elle habitait. « Tranquillisez-vous, dit le commissaire, c'est le même quartier. » Le silence qui suivit ces aimables paroles, je l'employais à me tourner vers la fenêtre, sans rien voir vraiment car j'avais fermé les yeux. Et tout d'un coup je me rappelai mon nom, Molloy. « Je m'appelle Molloy, m'écriai-je tout à trac. Molloy, ça me revient à l'instant. » Rien ne m'obligeait à fournir ces renseignements, mais je le fournis, espérant sans doute faire plaisir. « C'est le nom de votre maman, dit le commissaire. Ça devait être un commissaire. Molloy, dis-je, je m'appelle Molloy. Est-ce là le nom de votre maman, dit le commissaire. Comment, dis-je?
Vous vous appelez Molloy, dit le commissaire. Oui, dis-je, ça me revient à l'instant. Et votre maman, dit le commissaire. Je ne saisissais pas. S'appelle-t-elle Molloy aussi, dit le commissaire. S'appelle-t-elle Molloy, dis-je. Oui, dit le commissaire. Je réfléchis. Vous vous appelez Molloy, dit le commissaire. Oui, dis-je. Et votre maman, dit le commissaire, s'appelle-t-elle Molloy aussi? Je réfléchis. Votre maman, dit le commissaire, s'appelle... Laissez-moi réfléchir, m'écriai-je. Enfin, j'imagine que cela devait se passer ainsi. Réfléchissez, dit le commissaire. Maman s'appelait-elle Molloy? Sans doute. Elle doit s'appeler Molloy aussi, dis-je. On m'emmena dans la salle de garde, je crois. Et là, on me dit de m'asseoir. La salle était sombre et parcourue en tous sens par des gens se dépêchant. Malfaiteurs, policiers, hommes de loi, prêtres et journalistes, je suppose. Tout cela faisait sombre, de sombres formes se pressant dans un espace sombre. Mais voilà que soudain devant moi surgit une grande et grosse femme vêtue de noir, de mauve plutôt. Je me demande encore aujourd'hui si c'était pas l'assistante sociale. Elle me tendait un bol plein d'un jus grisâtre qui devait être du thé vert sacchariné, lacté à la poudre, dans une soucoupe dépareillée. C'était pas tout, car entre le bol et la soucoupe se dressait précairement une grande tranche de pain sec, dont je me mis à dire avec une sorte d'angoisse « Elle va tomber, comme si cela avait de l'importance qu'elle tombât ou non. Un instant plus tard, moi-même, je tenais dans mes mains tremblantes ce petit amas d'objets hétérogènes et branlants, où voisinaient le dur, le liquide et le mou, et sans comprendre comment le transfert venait de s'effectuer. Je vais vous dire une chose. Quand les assistantes sociales vous offrent de quoi ne pas tourner de l'œil à titre gracieux, ce qui pour elles est une obsession, on a beau reculer, elles vous poursuivraient jusqu'aux confins de la terre, le vomitif à la main. Non, contre le geste charitable, il n'existe pas de parade à ma connaissance. On penche la tête, on tend ses mains toutes tremblantes et emmêlées, et on dit merci, merci madame, merci ma bonne dame. À qui n'a rien, il est interdit de ne pas aimer la merde. Le liquide débordait, le bol vacillait. Je ne dirai pas la suite, car je suis las de cet endroit. Je veux aller ailleurs. L'après-midi était déjà fort avancé quand on me dit que je pouvais disposer. Recommandation me fut faite de me tenir mieux à l'avenir. Conscient de ma faute, sachant maintenant pour quel motif on m'avait appréhendé, sensible aux irrégularités que mon interrogatoire avait mises à jour, je m'étonnais de retrouver si vite la liberté, si c'était bien elle, et sans qu'il fût question de la moindre sanction. Avais-je sans le savoir un protecteur en haut lieu? En avais-je imposé au commissaire à mon insu? Avait-on réussi à joindre ma mère et à faire confirmer par elle ou par les gens du quartier une partie de mes dires? Estimait-on que ce n'était pas la peine de me poursuivre en correctionnel? Châtier de façon systématique un être comme moi, ce n'est pas commode. Ça arrive, mais la sagesse le déconseille. Il est préférable de s'en remettre aux agents. Je ne sais pas, si le port de papier d'identité est de rigueur, pourquoi n'insistèrent-ils pas pour que je m'en munisse? Parce que ça coûte de l'argent que j'en avais pas? En ce cas, n'aurait-il pu saisir ma bicyclette? Probablement que non, sans un arrêt du tribunal. Tout cela est incompréhensible. Ce qui est certain, c'est que jamais plus je ne me suis reposé de cette façon. Les pieds obscènement posés par terre, les bras sur le guidon et sur les bras la tête abandonnée et brinbalante. C'était en effet un triste spectacle et un triste exemple pour les citadins qui ont tellement besoin d'être encouragés dans leur dur labeur et de ne voir autour d'eux que des manifestations de force, de joie et de cran, sans quoi ils seraient capables de s'effondrer en fin de journée et de rouler par terre. On n'a qu'à m'apprendre en quoi consiste la bonne conduite pour que je me conduise bien, dans la mesure où mon physique le permet. Aussi n'ai-je cessé de m'améliorer à ce point de vue, car j'étais intelligent et vif, et pour ce qui est de la bonne volonté, j'en débordais, de la bonne volonté exaspérée des anxieux.